Juin 1943, 3 généraux allemands se tenaient sur les quais de Liverpool, en Angleterre, regardant les navires se rassembler dans le port. Ils étaient désormais prisonniers de guerre, et ils étaient sur le point de voir quelque chose qui allait changer tout ce qu'ils croyaient. La machine de propagande nazie avait préparé ces hommes à tous les scénarios de champs de bataille, sauf un. Personne ne leur avait dit ce qu'ils trouveraient en arrivant au Canada comme prisonniers. Ce qu'ils allaient y découvrir allait faire voler en éclats tous les mensonges qu'on leur avait enseignés sur l'ennemi et leur propre fureur. Le général de division Friedrich von Weber avait 52 ans. Il venait d'une longue lignée d'officiers militaires prussiens. Son père avait été général. Son grand-père avait été général. Friedrich avait toujours cru que c'était son destin. Il commandait une division de l'Afrika Korps en Afrique du Nord. En mai 1943, les forces alliées encerclèrent sa position en Tunisie. Il n'avait plus de munitions, plus de nourriture, plus d'eau. Il se rendit pour éviter à ses hommes de mourir pour rien. Mais il s'attendait à ce que sa propre mort survienne peu après. Chaque briefing auquel il avait assisté lui disait la même chose. L'ennemi exécute les officiers capturés. L'ennemi torture les prisonniers pour obtenir des informations. L'ennemi ne respecte pas la Convention de Genève. C'étaient les mensonges qu'il croyait sans les remettre en question. Le général de corps d'armée Hans Jonker avait 44 ans. Avant la guerre, il enseignait la philosophie dans une université allemande. Il était intelligent et pesait ses mots. Le parti nazi aimait sa façon de faire paraître leurs idées, intelligentes et raisonnables. Ils l'intégrèrent à la Wehrmacht comme planificateur stratégique. Il aida à concevoir des plans de bataille basés sur ce qu'il pensait savoir de l'ennemi. Il croyait que le Canada était un désert gelé sans véritables usines ni richesses. Il croyait que l'Empire britannique s'effondrait, et il croyait que des conspirateurs juifs contrôlaient l'Amérique du Nord et pressuraient les dernières ressources d'un continent mourant. Il fut capturé en novembre 1942 lors de l'opération Torche, quand les forces alliées débarquèrent en Afrique du Nord. Il s'attendait à des procès spectacles et des exécutions publiques. Il s'attendait à être utilisé comme propagande puis tué. Il en était certain. Le général de division Otto Kretschmer avait 38 ans, le plus jeune des trois. Il venait d'une famille ouvrière. Il s'engagea dans la marine jeune homme et gravit les échelons grâce à son talent et son travail acharné, pas grâce à des relations familiales. Il commandait un U-boot, un de ces sous-marins qui chassaient les navires alliés dans l'océan Atlantique. Son travail était de couler les convois de ravitaillement apportant nourriture et armes à la Grande-Bretagne. Il était doué dans son travail. Il coula 47 navires avant que son sous-marin ne soit détruit par des grenades sous-marines au large de Gibraltar en mars 1943. Lui et son équipage furent repêchés par des destroyers britanniques. Ils s'attendaient à être rejetés à la mer. Ils s'attendaient à une vengeance. Au lieu de cela, ils lui donnèrent une couverture et de la soupe chaude. Ce fut la première fissure dans ce qu'il croyait, mais il se dit que c'était une gentillesse temporaire avant que la vraie punition ne commence. On lui avait appris que la Grande-Bretagne et le Canada mouraient de faim à cause d'hommes comme lui. Il croyait que leur blocus naval fonctionnait. Il croyait que l'ennemi était désespéré et manquait de tout. Les 3 hommes y passeraient du temps dans des camps de prisonniers britanniques en Égypte après leur capture. Les camps étaient rien mais rudimentaires, mais pas brutaux. Ils recevaient de la nourriture chaque jour. Ils n'étaient pas battus, ils n'étaient pas torturés. Cela les déconcertait, mais ils se disaient que c'était seulement parce que les Britanniques avaient besoin d'informations. Ils pensaient que le vrai traitement viendrait plus tard. Pendant des mois, ils attendirent s'il y la cruauté qu'on leur avait promis qu'elle arriverait. Puis en juin 1943, les gardes leur dirent qu'ils allaient être transférés. Personne ne dit où. Ils furent chargés dans des camions avec des centaines d'autres officiers allemands. Tous étaient de haut rang, colonels, généraux, commandants de marine. On les conduisit à la côte et on leur dit qu'ils embarqueraient sur des navires. Certains prisonniers chuchotaient que c'était la fin, qu'on les emmènerait en mer pour les noyer. D'autres disaient qu'on les enverrait dans des camps de travail en Sibérie, où ils mourraient de froid. Personne ne connaissait la vérité. Maintenant, ils se tenaient sur les quais de Liverpool, et Friedrich von Weber n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Plus de 120 navires se rassemblaient dans le port.
Des vaisseaux massifs, bien entretenus, fraîchement peints, organisés en formation parfaite. Il les compta 2 fois parce que le nombre semblait impossible. Ce n'était qu'un seul convoi, un seul groupe de navires. Combien d'autres convois y avait-il ? L'Allemagne coulait des navires alliés depuis des années. Les U-boats avaient envoyé des centaines de vaisseaux au fond de l'océan. Et pourtant, voici plus d'une centaine de navires en un seul endroit, paraissant neufs et prêts. Hans Juncker observait les marins britanniques, travaillant sur les quais. Leurs uniformes étaient propres et neufs, pas rapiécés ni usés. Ils se déplaçaient avec énergie, pas avec l'épuisement d'hommes affamés. Des caisses de fournitures étaient chargées sur les navires. Tant de caisses, des montagnes de fournitures. Si la Grande-Bretagne était désespérée et s'effondrait, pourquoi tout semblait-il si organisé et abondant ? Les chiffres ne correspondaient pas. La réalité devant ses yeux ne correspondait pas à ce qu'on lui avait enseigné. Otto Kretschmer fixait les navires avec l'œil exercé d'un officier de marine. Il connaissait les navires. Il savait à quoi ressemblait un mauvais entretien. Il connaissait les signes d'une marine en difficulté. Ces navires ne montraient aucun de ces signes. Les coques étaient solides. L'équipement semblait moderne. Les équipages avaient l'air professionnels et bien nourris. Il avait risqué sa vie et celle de son équipage en attaquant des convois comme celui-ci. Il pensait que chaque navire qu'il coulait rapprochait l'ennemi de la défaite. Mais en regardant ce port, il semblait que l'ennemi avait des navires illimités. Comment était-ce possible ? Les gardes commencèrent à organiser les prisonniers en groupe. Un officier britannique annonça qu'ils embarqueraient sur le SS Duchess of York, un paquebot de luxe reconverti. Friedrich von Weber sentit une peur froide s'installer dans son estomac. Plus la peur de la mort, quelque chose de pire, la peur que tout ce qu'il croyait puisse être faux, la peur que chaque décision qu'il avait prise, chaque ordre qu'il avait donné, chaque homme mort sous son commandement ait pu mourir pour des mensonges. Les 3 généraux ne se connaissaient pas encore. Ils n'étaient donc que 3 hommes parmi des centaines de prisonniers, mais ils pensaient tous la même chose en regardant le convoi massif s'assembler devant eux. Si l'ennemi pouvait consacrer autant de ressources juste pour déplacer des prisonniers, qu'est-ce que cela disait de tout ce qu'on leur avait raconté ? Qu'est-ce que cela disait de la guerre qu'ils pensaient être en train de gagner ? Les gardes leur ordonnèrent d'avancer. Il était temps d'embarquer sur le navire, temps de naviguer vers le Canada, temps d'affronter ceux qui les attendaient là-bas. Friedrich von Weber ramassa son petit sac d'affaires et marcha vers la passerelle. Derrière lui, Hans Juncker et Otto Kretschmer firent de même. Aucun d'eux ne savait que les prochains mois leur apprendraient tout, plus sur la vérité et les mensonges que toute leur vie ne leur avait appris auparavant. Aucun d'eux ne savait que voir le Canada allait briser leur foi en tout ce pourquoi ils s'étaient battus. Ils savaient seulement que quelque chose semblait terriblement faux. L'ennemi n'était pas censé ressembler à cela. Fort, organisé, abondant, confiant. Qu'allait-il se passer ensuite ? C'était la question qui brûlait dans tous leurs esprits alors qu'ils montaient sur le navire qui les transporterait à travers l'océan Atlantique vers un pays qu'on leur avait appris à mépriser et sous-estimer. Ce qui allait suivre les changerait à jamais. Le SS Duchess of York n'était pas ce qu'aucun d'eux attendait. Friedrich von Weber monta la passerelle s'attendant à être poussé dans une cale avec des centaines d'autres hommes. Il s'attendait à l'obscurité et au froid et à l'odeur de trop de corps entassés. Au lieu de cela, un officier de marine britannique vérifia une liste et le dirigea vers une cabine sur le 3e pont. Une cabine, pas une cale, pas une cage, une vraie pièce avec une porte. À l'intérieur, il trouva un lit étroit avec un vrai matelas, un petit bureau, un hublot, le chauffage à vapeur, des tuyaux le long du mur. Il s'assit sur le lit et le testa avec sa main. C'était plus confortable que le lit de camp qu'il avait utilisé dans sa tente de commandement en Afrique. Il était prisonnier sur un navire ennemi et il avait un meilleur lit que lorsqu'il était un général libre commandant des troupes. Rien n'avait de sens. 847 prisonniers allemands étaient sur ce navire. La plupart étaient des officiers. Les colonels et majors remplissaient les ponts inférieurs. Les généraux avaient des cabines privées. Les colonels supérieurs partageaient des chambres avec seulement 1 ou 2 autres personnes. Personne n'était enchaîné. Personne n'était battu pendant l'embarquement.
Les gardes étaient militaires britanniques et canadiens, et ils étaient Oskians professionnels, fermes, mais pas cruels. Ils donnaient un sens des ordres et s'attendaient à ce qu'ils soient suivis, mais il n'y avait pas de violence dans leur voix. Le premier repas arriva 2 heures après qu'ils eurent quitté le port. Les gardes distribuèrent des plateaux métalliques dans les cabines. Friedrich fixa son plateau avec confusion. 2 épaisses tranches de pain blanc, du vrai beurre, pas le faux fabriqué à partir de produits chimiques. Un morceau de fromage de la taille de sa paume. Du café chaud qui sentait vraiment le café, pas le substitut amer fait de grains brûlés que l'Allemagne buvait depuis 2 ans. Une pomme, une vraie pomme fraîche. Il mangea lentement, essayant de comprendre. C'était plus de nourriture qu'il n'en avait donné à ses propres officiers en Tunisie. Ces hommes avaient été admiration pendant des mois avant la reddition. Il mélangeait de la sueur dans le pain pour le faire durer plus longtemps. Et le voilà assis, prisonnier, mangeant du vrai beurre sur du pain blanc. Hans Juncker avait la cabine à côté de la sienne. Friedrich pouvait l'entendre à travers la fine cloison, faisant les 100 pas. Tout le monde essayait de donner un sens à ce qui se passait. Otto Kretschmer passait la plupart de son temps au hublot, regardant l'océan. Il était capitaine de sous-marin, il connaissait ces eaux. Il avait chassé dans ces eaux. Le 2e jour en mer, il commença à compter les navires du convoi. Il pouvait voir 67 vaisseaux depuis sa fenêtre, et il savait qu'il y en avait d'autres au-delà de son champ de vision. Tous semblaient bien entretenus, modernes, solides. Il avait passé 3 ans à essayer de couler des navires comme ceux-ci. L'Allemagne célébrait chaque convoi qu'il détruisait. On leur disait que chaque naufrage rapprochait l'ennemi de la famine et de la défaite. Mais en regardant 67 navires dans un seul convoi, Otto réalisa quelque chose de terrible. Ils avaient à peine blessé l'ennemi. Pour chaque navire que l'Allemagne coulait, les Alliés semblaient en construire 5 de plus. Le 3e jour, Hans Juncker fut autorisé à visiter la bibliothèque du navire. C'était une petite pièce avec des étagères en bois boulonnées au mur. Les livres étaient organisés et entretenus. Il y avait des classiques allemands, ce qui le surprit. Mais ce qui le choqua davantage, ce furent les journaux. Ils datèrent de 3 semaines, retenus pour des raisons de sécurité, mais c'étaient de vrais journaux alliés. Il lut des articles sur les chiffres de production industrielle, de nouveaux chantiers navals ouvrant en Amérique, des femmes travaillant dans des usines d'avions au Canada. Des photographies montraient d'immenses installations industrielles qui ne devraient pas exister si les Alliés étaient désespérés qu'elles s'effondreraient. Soit ces journaux étaient complètement faux, soit tout ce qu'on lui avait enseigné était un mensonge. Il ne savait pas quelle option l'effrayait le plus. Les gardes eux-mêmes étaient étranges. Ils portaient des uniformes propres qui semblaient neufs, parapiécés et recousus comme les uniformes allemands l'étaient devenus. Ils étaient bien nourris, leurs bottes n'avaient pas de trous. Un jeune garde canadien de la Saskatchewan apportait de l'eau potable au pont des Généraux chaque matin. Il s'appelait Morrison. Il avait 24 ans et était amical d'une manière décontractée, qui semblait inappropriée pour quelqu'un gardant des prisonniers ennemis. Un matin, Friedrich lui offrit une cigarette de sa petite réserve. Morrison accepta et mentionna qu'il cultivait du tabac dans la ferme familiale chez lui. Friedrich demanda quelle était la taille de la ferme. Morrison dit 1300 hectares. Friedrich supposa qu'il mentait. Aucune famille de simples soldats ne possédait autant de terre. C'était une richesse au-delà de ce que la plupart des officiers allemands pouvaient imaginer. Le 5e jour, une tempête frappa. Le navire roulait et tanguait dans de fortes vagues. Les gardes parcouraient les couloirs, disant aux prisonniers de sécuriser tout ce qui était mal fixé dans leur cabine. Certains gardes travaillaient aux côtés des prisonniers pour arrimer la cargaison dans les cales. Ils distribuèrent des couvertures supplémentaires aux hommes qui se sentaient malades. Ils n'utilisèrent pas le chaos pour être cruels ou pour voler les prisonniers. Ils firent simplement leur travail et aidèrent là où l'aide était nécessaire. Friedrich regarda un garde canadien stabiliser un colonel allemand plus âgé qui avait perdu l'équilibre quand le navire avait fait une embardée. Le garde s'assura que l'homme était en sécurité avant de continuer. Une si petite chose, une chose si humaine. Cela n'aurait pas dû avoir d'importance, mais c'en avait. 7 jours après avoir quitté Liverpool, le son des moteurs du navire changea. Il ralentissait. La terre était proche.
Friedrich se tint à son hublot et regarda la côte canadienne apparaître à travers le brouillard matinal. Hans Juncker vint se tenir à côté de lui, et bientôt Otto Kretschmer les rejoignit. Les trois hommes fixèrent le port d'Halifax à mesure qu'il apparaissait. Hans s'était attendu à des ruines, des bâtiments bombardés, des gens désespérés, des signes que la guerre des U-Boots fonctionnait. Au lieu de cela, il vit des dizaines de navires à l'ancre, tous semblant intacts et opérationnels, des chantiers navals actifs avec des grues de construction en mouvement, des bâtiments qui ne montraient aucun dommage. Le choc le frappa comme de l'eau froide, et le plus étrange de tout, la ville était illuminée. Des lumières aux fenêtres, des réverbères, une ville en guerre montrant des lumières la nuit sans crainte des bombardiers. Friedrich remarqua les poubelles sur le pont du navire alors que les membres d'équipage les vidaient avant l'accostage. Les poubelles étaient pleines de restes de nourriture, de croûtons de pain, de pommes à moitié mangées, de légumes non terminés. L'équipage jetait plus de nourriture que les civils allemands n'en recevaient dans leur ration hebdomadaire. Quelque chose n'allait vraiment pas dans tout ce qu'on leur avait dit sur cette guerre. Le navire accosta dans le port d'Halifax le 16 juin à 6h47 du matin. La température était de 18 degrés Celsius, chaud pour cette période de l'année. Le soleil brillait. Friedrich von Weber descendit la passerelle s'attendant à des foules en colère. Il s'attendait à des gens leur criant dessus, leur jetant des pierres, leur crachant dessus. En Allemagne, si des prisonniers ennemis étaient déconduits à travers les villes, les civils les attaquaient. C'était normal, c'était ce qui se passait en temps de guerre. Mais les quais d'Halifax étaient simplement occupés par le travail. Les dockers chargeaient des cargaisons sur les navires. Certains jetèrent un regard aux prisonniers avec une légère curiosité, rien de plus. Quelques-uns semblaient s'ennuyer. Personne ne semblait les haïr. Personne ne semblait s'en soucier beaucoup. Ils furent emmenés dans un centre de détention temporaire pour le traitement administratif. Un médecin militaire examina chaque prisonnier. L'examen était approfondi. Le médecin vérifia les dents, examina les anciennes blessures, écouta les cœurs et les poumons. Friedrich avait une coupure infectée au bras depuis la Tunisie. Elle suppurait depuis 6 mois. Personne dans les camps de prisonniers en Égypte n'avait eu le temps ou les fournitures pour la traiter correctement. Le médecin canadien la regarda, fronça les sourcils et la nettoya immédiatement avec des bandages frais. Il donna à Friedrich de vrais antibiotiques, des sulfamides qui fonctionnaient vraiment. C'était pour les premiers soins médicaux appropriés que Friedrich recevait depuis 6 mois. Le médecin était professionnel et efficace. Il ne semblait pas en colère de soigner un officier ennemi. Il faisait simplement son travail. Hans Juncker ne pouvait pas s'empêcher de compter les choses pendant le traitement administratif. C'était ainsi que son esprit fonctionnait. Il compta 67 membres du personnel travaillant au centre de traitement. Cela semblait trop de personnes juste pour s'occuper des prisonniers. Le bâtiment avait le chauffage central, même si c'était l'été. Du gaspillage. Chaque bureau avait un téléphone. Il compta 8 machines à écrire utilisées pour la paperasse. Dans les bureaux militaires allemands, ils avaient de la chance d'avoir une machine à écrire par bataillon. Tout était fraîchement peint, le mobilier semblait neuf, les sols étaient de propre, c'était un centre de traitement temporaire et il avait meilleure allure que des quartiers généraux militaires allemands permanents qu'il avait vus. Après le traitement administratif, ils furent chargés dans un train. Friedrich s'attendait à des wagons à bestiaux. C'était ainsi que l'Allemagne déplaçait les prisonniers, entassés dans des wagons de marchandises sans fenêtres ni sièges. Mais c'étaient des voitures de passagers du Canadien Pacifique. De vrais sièges, des fenêtres par lesquelles ils pouvaient regarder. Les gardes distribuèrent des paniers repas à chaque prisonnier. Friedrich ouvrit le sien lentement. À l'intérieur se trouvaient 2 sandwichs faits avec du pain blanc et de la vraie viande, une pomme, 3 biscuits, un petit thermos de café chaud. C'était plus de nourriture qu'il n'en avait vu en un seul repas depuis des mois. Il mangea un sandwich et garda l'autre, ne faisant pas confiance au fait que plus de nourriture viendrait plus tard. Le train roula vers l'ouest à travers la Nouvelle-Écosse et entra au Nouveau-Brunswick. Friedrich regardait la campagne défiler par sa fenêtre. 2 petites villes apparaissaient tous les quelques kilomètres. Les maisons avaient des fenêtres en verre, pas des planches couvrant des cadres vides. Des voitures s'avaient dites garées dans les allées.
Des gens ordinaires possédaient des voitures. Les magasins avaient des marchandises exposées dans leurs vitrines. Des enfants jouaient dans les cours, bien habillés et en bonne santé. Il ne vit aucun dommage de bombardement, nulle part, aucune ruine, aucun signe de guerre sauf quelques bâtiments avec des drapeaux et des affiches de recrutement. Otto Kretschmer observait les fermes avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui savait qu'il voyait quelque chose d'important. Les fermes étaient immenses et utilisaient des équipements modernes. Les silos à grains étaient au plein, le bétail semblait en bonne santé et bien nourri. En Allemagne, la plupart des fermes avaient abandonné leurs chevaux et tracteurs à l'armée. Les fermiers travaillaient à la main. Des vieillards et des femmes faisaient le travail que les jeunes hommes faisaient autrefois. Mais ici, ils voyaient des tracteurs neufs dans les champs, des granges pleines, une prospérité qui ne devrait pas exister dans un pays en guerre. Il compta aussi les trains de marchandises. Chaque fois qu'un train de marchandises passait dans la direction opposée vers la côte, il faisait une marque mentale. À la fin du premier jour de voyage, il avait compté 34 trains de marchandises. Tous étaient entièrement chargés de cargaisons se dirigeant vers l'Est, vers les ports, vers la Grande-Bretagne. On lui avait dit que le Canada pouvait à peine se nourrir lui-même. Mais 34 trains de marchandises chargés en une journée racontaient une histoire différente. Les mathématiques ne mentaient pas. La propagande, si. Le 19 juin, 3 jours après avoir débarqué à Halifax, le train arriva à leur destination, le camp 30 à Bowmanville, en Ontario. Le camp était à 60 km à l'est de Toronto. Alors que le bus les transportait de la gare au camp, Friedrich regarda par la fenêtre et essaya de comprendre ce qu'il voyait. Le camp s'étendait sur 240 hectares de terrain. Il y avait une double clôture autour, oui, mais les miradors n'avaient pas de mitrailleuses pointées vers le sol. Les baraquements étaient de vrais bâtiments faits de bois et de briques, pas des tentes ou des abris rudimentaires. Ils pouvaient voir un terrain de sport avec de l'herbe. Des arbres bordaient les allées, des jardins faisaient pousser des légumes. De la fumée s'élevaient des bâtiments de cuisine, et l'odeur lui rappelait la cuisine de sa grand-mère. De la vraie nourriture correctement préparée. Ils furent escortés vers leurs baraquements assignés. Un officier canadien conduisit Friedrich, Hans et Otto vers la section réservée aux généraux. Chaque homme fut conduit à une chambre privée de 3 mètres sur 3 mètres 60. Un vrai lit avec un matelas et un oreiller, une fenêtre avec des rideaux, un petit bureau en bois et une chaise, une lampe de lecture, un radiateur de chauffage pour l'hiver. Friedrich s'assit sur le lit et pressa sa main dans le matelas. Il avait du ressort, il était moelleux. C'était plus confortable que le lit qu'il avait utilisé dans son quartier général de commandement en Tunisie quand il était un général libre menant des hommes au combat. Le commandant du camp rassembla tous les nouveaux arrivants dans le réfectoire. Le lieutenant-colonel James Taylor se tint à l'avant de la salle et s'adressa à eux dans un allemand clair et ferme. Il dit que le camp abritait 550 officiers allemands, allant du capitaine au général. Ils recevraient les mêmes rations alimentaires que les officiers canadiens. Ils pourraient organiser leurs propres activités, programmes éducatifs et loisirs. Ils seraient traités comme des officiers et des gentlemen, et la même conduite était attendue d'eux. La Convention de Genève serait suivie exactement. Hans Juncker écouta ces mots et sentit son esprit essayer de les décortiquer pour trouver le piège. Ce devait être de la guerre psychologique, les rendre confortables pour briser leur morale, les faire se sentir coupables, les affaiblir. Mais pourquoi dépenser autant de ressources pour des prisonniers si la nation était désespérée ? Ce soir-là vint leur premier dîner au camp. Friedrich entra dans le réfectoire et vit le menu affiché au mur. Rôti de bœuf, pommes de terre, carottes, pain frais avec du beurre, café, tarte aux pommes. Il s'assit et un serveur posa une assiette pleine devant lui. Il la fixa du regard. La portion était plus grande que ce qu'il avait donné à ses propres soldats en Afrique. Il avait commandé des hommes, il avait décidé de la quantité de nourriture qu'ils recevaient. Il les avait regardés maigrir avec des demi-rations, tandis qu'il leur disait qu'ils étaient en train de gagner. Et maintenant, il était assis en tant que prisonnier, mangeant plus que ses soldats n'avaient jamais eu. Cette pensée lui donna la nausée, non pas à cause de la nourriture, mais parce qu'il comprenait ce que cela signifiait. Si l'ennemi pouvait nourrir les prisonniers aussi bien, l'Allemagne avait déjà perdu cette guerre.
Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines se transformèrent en mois. Juin devint juillet, puis août, puis septembre. Une routine s'installa au camp 30, et avec cette routine vinrent des découvertes qui brisèrent lentement tout ce que les prisonniers croyaient. Selon la Convention de Genève, les généraux n'étaient pas tenus de travailler, mais le camp proposait des corvées volontaires. Les prisonniers pouvaient gagner 200 par jour en monnaie du camp. Ils pouvaient utiliser l'argent pour acheter des cigarettes, des bonbons ou des livres à la boutique du camp. Certains généraux se portaient de volontaires pour le jardinage ou l'organisation de la bibliothèque. Otto Kretschmer prit un emploi à la bibliothèque du camp. Cela lui donnait accès à des journaux vieux de 3 semaines pour des raisons de sécurité, mais ils étaient tout de même plus récents que tout ce qu'il avait vu depuis des années. Friedrich von Weyer remarquait de nouvelles choses chaque jour. Des légumes frais arrivaient quotidiennement au réfectoire depuis les fermes de l'Ontario. Le camp avait son propre générateur d'électricité en secours du réseau principal, un générateur de secours pour des prisonniers. L'installation médicale disposait d'un appareil à rayon X, d'un cabinet dentaire et d'une pharmacie complète avec de vrais médicaments. Les gardes travaillaient en 3 équipes et portaient toujours des uniformes propres. Friedrich observa ce que les gardes mangeaient pendant leur pause déjeuner. C'était la même nourriture que celle des prisonniers. En Allemagne, les officiers mangeaient toujours mieux que les soldats du rang. Toujours. Mais ici, les gardes et les prisonniers prenaient les mêmes repas. Ce simple fait dérangeait Friedrich plus qu'il ne voulait l'admettre. Hans Juncker passait son temps à la bibliothèque du camp. La bibliothèque comptait 3400 livres. Des classiques allemands côtoyaient sur les étagères des romans anglais, des manuels techniques, des livres d'histoire, même quelques publications alliées récentes qui avaient été approuvées pour la lecture des prisonniers. Le camp organisait un programme éducatif qui permettait aux prisonniers de suivre des cours par correspondance d'universités canadiennes, de vraies universités, de vrais cours. Certains jeunes officiers préparaient des diplômes. Le camp organisait des concerts hebdomadaires où les prisonniers jouèrent de la musique. Le YMCA avait fourni des instruments, des violons, un piano, des corps. Quelqu'un avait dépensé de l'argent pour donner des instruments de musique à des prisonniers ennemis. Le courrier de chez eux arrivait toutes les quelques semaines, fortement censuré, mais il arrivait. Hans lisait des lettres de sa famille en Allemagne. Sa mère écrivait sur les pénuries alimentaires. Sa sœur décrivait les raids aériens sur Munich. Son neveu mentionnait que l'école ne fonctionnait plus que 3 jours par semaine maintenant parce qu'il n'y avait pas de charbon pour chauffer le bâtiment. Chaque lettre de chez lui rendait l'abondance au Canada encore plus injuste. Sa famille souffrait tandis qu'il vivait dans un confort chauffé avec 3 repas par jour. Otto étudiait les journaux comme s'il s'agissait de plans de bataille. Les photographies montraient des usines canadiennes avec des femmes travaillant dans des usines aéronautiques. De nouveaux navires lancés depuis des chantiers navals dont il n'avait jamais entendu parler. Des chiffres de production qui semblaient impossibles. Le camp reçut la visite d'un inspecteur de la Croix-Rouge internationale venu de Suisse. L'inspecteur confirma que le camp dépassait les exigences de la Convention de Genève. Otto regardait les camions arriver au camp chaque semaine. Il compta 23 camions de livraison lors d'une semaine typique. Tous avaient l'air neuf, aucun n'était en panne ou rafistolé. Le terrain de sport du camp avait du vrai équipement. Des ballons de football, des filets de volley-ball, même des patins à glace rangés dans un abri pour quand l'hiver viendrait. Un garde était assigné au baraquement des généraux. Il s'appelait Caporal David Morrison. Il avait 24 ans et venait de Regina, en Saskatchewan. Au fil des semaines, Friedrich eut des conversations prudentes avec lui. Les conversations étaient décontractées, presque amicales, ce qui semblait étrange. Morrison parlait de la ferme familiale. Elle faisait en fait 1300 hectares. Il avait 2 frères dans l'armée et 1 dans la marine. Sa ville comptait 8000 habitants et 400 d'entre eux s'étaient engagés dans l'armée. Avant de s'enrôler, Morrison possédait un camion et un tracteur. Il avait terminé le lycée à 18 ans et aurait pu aller à l'université, mais avait choisi de s'engager à la place. Friedrich ne pouvait pas comprendre cela. En Allemagne, ce niveau de richesse signifiait qu'on était noble ou haut placé dans le parti nazi. La propriété foncière, la possession de véhicules, l'éducation jusqu'à 18 ans avec la possibilité d'en avoir plus. Morrison n'était qu'un simple fils de fermier et il vivait mieux que la plupart des officiers allemands.
La structure sociale n'avait aucun sens. Comment des gens ordinaires pouvaient-ils avoir autant? Et si les gens ordinaires avaient autant, combien la nation dans son ensemble possédait-elle? Juillet apporta une vague de chaleur. Le camp distribua des rations d'eau supplémentaires. Ils installèrent des douches additionnelles pour que les prisonniers puissent se rafraîchir. Ils fournirent des boissons fraîches au repas. Friedrich observait cela et pensait au gaspillage. Si la nation était désespérée, elle ne gaspillerait pas de ressources pour rafraîchir des prisonniers. Mais le confort continuait d'arriver. Août apporta le bulletin du camp, un journal écrit et imprimé par les prisonniers. Il publiait des statistiques sur le camp. 550 officiers détenus ici, un personnel de 320 gardes, plus 80 employés administratifs, presque 400 membres du personnel pour 550 prisonniers. L'Allemagne ne pouvait pas se permettre de tels effectifs pour quoi que ce soit. Les prisonniers écrivaient des lettres chez eux, bien qu'ils dussent faire attention à ce qu'ils disaient. Les censeurs lisaient tout. Friedrich écrivit à sa femme. Il dit qu'il était bien traité et que la nourriture était correcte. Il ne pouvait pas écrire la vérité. Elle ne l'aurait pas cru. Les censeurs auraient pu penser qu'il était forcé de mentir. Hans écrivit à sa mère. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour sa santé. Il dit qu'ils avaient des soins médicaux. Il ne mentionna pas que les soins médicaux étaient meilleurs que dans les hôpitaux de Berlin. Otto écrivit à son frère qui combattait encore en Italie. Il lui dit de rester fort et de se souvenir de son devoir. Il voulait avertir son frère que tout ce qu'on leur avait dit était un mensonge, mais il ne pouvait pas écrire cela. La lettre ne serait jamais délivrée et cela pourrait causer des ennuis à sa famille. En septembre, le camp s'était divisé en groupes. Certains prisonniers croyaient encore totalement à la cause nazie. Ils insistaient sur le fait que tout ce qui les entourait n'était que propagande et supercherie. Quand l'Allemagne gagnerait la guerre, la vérité éclaterait. Ce groupe représentait environ 30% du camp. 50 autres pourcents étaient des sceptiques. Ils ne pouvaient pas nier ce qu'ils voyaient, mais ils essayaient de l'expliquer autrement. Peut-être que le Canada avait juste de la chance. Peut-être que le Canada était spécial parce qu'il était loin des combats. Peut-être que les Américains les soutenaient avec des ressources. Ces hommes voyaient Dieu la vérité, mais avaient peur d'accepter ce qu'elle signifiait. Les 20% restants s'étaient convertis. Ils admettaient en privé que l'Allemagne leur avait menti. Ils croyaient que la guerre était perdue. Mais il était dangereux de le dire à voix haute. Les vrais croyants surveillaient les traîtres. Friedrich, Hans et Otto faisaient tous partie du groupe des sceptiques, bien que chaque jour les poussait plus près de devenir des convertis. Une nuit de fin septembre, les trois hommes s'assirent ensemble dans la chambre de Friedrich. Ils étaient devenus amis à travers leur confusion et leur peur partagée. Friedrich parla le premier. Il dit que ces hommes étaient morts en croyant qu'ils combattaient un ennemi en train de s'effondrer. Il leur avait dit que l'ennemi était désespéré. Il l'avait cru lui-même. Hans admit que soit Hitler avait été trompé par ses services de renseignement, soit le mensonge avait été délibéré. Il ne put finir sa pensée. La finir signifiait admettre que tout avait été une tromperie planifiée. Otto dit qu'il avait coulé 47 navires. Peut-être 1200 hommes étaient morts à cause de lui, et l'ennemi avait plus de navires maintenant qu'au début de la guerre. Combien de sous-mariniers allemands étaient morts en essayant d'arrêter des ressources qui existaient en quantité illimitée? Les trois hommes restèrent assis en silence après cette conversation. Dire la vérité à voix haute la rendait réelle d'une manière que la pensée en privé ne faisait pas. Le 30 septembre arriva. L'automne arrivait en Ontario. Le camp commença à se préparer pour l'hiver. Ils commencèrent à distribuer des manteaux d'hiver aux prisonniers. Les manteaux étaient neufs, fabriqués à partir de surplus militaires canadiens. Friedrich tint son manteau et lut l'étiquette cousue dans le col. Elle disait « Fabriqué à Winnipeg, Manitoba, 1943 ». Le manteau avait été fabriqué cette année. Il avait été fabriqué pour des prisonniers. Des manteaux d'hiver tout neufs pour des prisonniers ennemis, tandis que les soldats allemands portaient des manteaux rapiécés avec n'importe quel tissu qu'ils pouvaient trouver. Friedrich s'assit sur son lit confortable dans sa chambre chauffée et tint le nouveau manteau dans ses mains. Il pensa très clairement et très calmement. « Nous sommes en train de perdre cette guerre. Nous l'avons déjà perdue. Tout ce qu'on nous a dit était un mensonge.
Tout ce pourquoi nous nous sommes battus était basé sur du vent. Cette pensée aurait dû le mettre en colère, mais au lieu de cela, il se sentait juste fatigué. Si fatigué. Décembre arriva en Ontario avec un froid qui mordait à travers les vêtements. Le camp resta chauffé, les baraquements restaient à 20 degrés Celsius, assez chaud pour que les hommes puissent s'asseoir confortablement dans leur chambre. Friedrich reçut une lettre de sa femme début décembre. Elle écrivait sur un autre raid de bombardement sur Berlin. Les rations alimentaires avaient encore été réduites. Il n'y avait pas de charbon pour le chauffage. Elle et leur fille portèrent tous leurs vêtements en même temps pour rester au chaud. Pendant ce temps, Friedrich était assis dans sa chambre chauffée avec des lumières électriques qui restaient allumées jour et nuit. L'eau chaude coulait des robinets chaque matin. La contradiction lui donnait l'impression de vivre dans deux mondes différents en même temps. Le commandant du camp annonça un programme spécial pour Noël. Le lieutenant-colonel Taylor dit qu'il y aurait des services religieux, catholiques et protestants, dirigés par les prisonniers eux-mêmes. Il y aurait un jour de repos de la routine habituelle, et le soir il y aurait un dîner de Noël traditionnel. Les prisonniers étaient méfiants, certains pensaient que c'était de la propagande. D'autres s'attendaient à une rééducation forcée déguisée en célébration. Un Junker pensait que ce devait être de la guerre psychologique, les rendre confortables pour briser leur morale. Mais pourquoi dépenser des ressources pour briser des hommes déjà capturés? Cela n'avait aucun sens. Le matin de Noël arriva, froid et clair. La neige couvrait le terrain du camp. Les services religieux eurent lieu dans la grande salle. Les prisonniers qui voulaient y assister pouvaient choisir entre catholiques et protestants. Personne ne les y forçait. Personne ne surveillait qui y allait et qui restait à l'écart. Les gardes ouvraient simplement la salle et laissaient les hommes décider par eux-mêmes. Friedrich assista au service protestant. Un aumônier allemand, qui était aussi prisonnier, dirigea les prières. Les gardes restèrent dehors respectueusement et n'interrompirent pas. La journée passa lentement. Les hommes écrivirent des lettres chez eux. Certains jouèrent aux cartes. D'autres lurent à des livres de la bibliothèque. À 17h, l'appel pour le dîner retentit. Friedrich marcha vers le réfectoire avec Hans et Otto. D'autres prisonniers arrivaient de toutes les directions. Le réfectoire avait été arrangé différemment. Les tables avaient à ça des nappes blanches, de vraies nappes, pas en papier. Chaque couvert avait une vraie assiette, pas un plateau en métal. De vrais couverts en argent, une serviette en tissu pliée à côté de chaque assiette. Un petit carton nominatif indiquait où chaque homme devait s'asseoir. Le menu était affiché au mur. Friedrich le lut 2 fois parce qu'il ne pouvait pas y croire la première fois. Dinde rôtie avec des portions généreuses. Farce, sauce au canneberge, sauce au jus de viande, purée de pommes de terre, carottes rôties, choux de Bruxelles, petit pain frais avec du vrai beurre. Pour le dessert, tarte aux pommes et glaces, du vrai café à boire. Chaque table avait un petit bol de bonbons au centre. Friedrich s'assit et un serveur plaça une assiette pleine devant lui. La dinde était coupée en tranches épaisses. La vapeur s'élevait de la purée de pommes de terre. Le petit pain était encore chaud. Il la fixa et ne put bouger. Ses mains reposaient l'un sur la table de chaque côté de l'assiette. Il se souvint de Noël 1942 dans l'Africa Corps. Ces hommes avaient reçu une demi-ration de pain, de la viande en conserve s'ils avaient de la chance. Pas de café, seulement le faux fait de grains brûlés, pas de sucre, pas de beurre. Les officiers recevaient la même chose que les soldats ordinaires parce qu'il n'y en avait pas assez pour faire des distinctions. Il se souvint d'avoir dit à ces hommes qu'ils étaient en train de gagner. Il se souvint de leurs visages amaigris, lui faisant confiance. Il pensa à la lettre de sa femme. Les rations de Noël pour les civils à Berlin étaient de 500 grammes de pain pour une semaine entière, 100 grammes de beurre, pas de viande, pas de sucre, pas de café. Sa femme avait écrit que leur fille avait toujours faim. Toujours. Et ici, il était assis devant un festin. 550 prisonniers, mangeant tous comme cela. Il essaya de faire le calcul. Ce repas multiplié par 550 prisonniers, multiplié par les 35 000 prisonniers allemands estimés à travers le Canada. Les ressources, la dépense désinvolte de nourriture dont son peuple mourait de manque. Friedrich prit son couteau. C'était de l'acier massif, lourd, substantiel. Il savait que l'Allemagne fondait les cloches des églises pour obtenir du métal pour la guerre.
et ici les gardes donnaient aux prisonniers des couteaux en acier pour un dîner de Noël. Il posa le couteau soigneusement et ne put le reprendre. Le caporal Morrison servait la nourriture à la table voisine. Il regarda et remarqua que Friedrich n'avait pas touché à son assiette. Morrison s'approcha avec de l'inquiétude sur le visage. Il demanda si tout allait bien, si la nourriture n'était pas au goût de Friedrich. Friedrich leva les yeux vers ce jeune homme de Saskatchewan, ce fils de fermier qui possédait plus de terre que des nobles allemands. Il essaya de garder sa voix stable. Il dit que la nourriture était excellente. C'était précisément le problème. Morrison ne comprenait pas. Friedrich expliqua soigneusement. En Allemagne, sa femme et ses enfants n'auraient pas de dinde aujourd'hui, pas de beurre, pas de café, peut-être du pain s'ils avaient de la chance, et lui était assis ici en tant que prisonnier, mangeant comme cela. Comment était-ce possible? Morrison y réfléchit et répondit simplement. La Convention de Genève exigeait qu'ils traitent des prisonniers selon leur rang, et c'était Noël. Cela semblait juste normal. Ce mot, normal. L'hypothèse désinvolte qu'il y avait assez pour bien traiter les ennemis parce que c'était la chose normale à faire. Friedrich s'excusa. Il se leva et retourna à son baraquement. Il s'assit sur son lit dans sa chambre privée avec ses rideaux et son radiateur de chauffage. Il resta assis là pendant longtemps. Après le dîner, les prisonniers organisèrent un concert de Noël. Quelqu'un avait un harmonica qui avait été introduit clandestinement d'une manière ou d'une autre. D'autres avaient fabriqué des instruments avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils se rassemblèrent dans la salle commune et commencèrent à chanter. Ils chantèrent Stille Nacht, Douce nuit, le vieux cantique allemand que tout le monde connaissait depuis l'enfance. Hans se tenait à sa fenêtre et regardait les gardes dehors. Morrison se tenait dans la nuit froide de l'Ontario, écoutant. Quand les prisonniers chantèrent, Morrison resta debout calmement et respectueusement. Il ne se moqua pas d'eux, il n'interrompit pas. Il resta simplement dans le froid pendant que des prisonniers ennemis chantaient dans un bâtiment chauffé. Hans observa cela et comprit quelque chose. L'ennemi montrait plus de respect pour la culture allemande que le Reich n'en avait montré pour aucun peuple conquis. L'ennemi traitait leurs traditions avec dignité, tandis que l'Allemagne avait brûlé des livres et détruit des cultures. Le renversement était complet. Le soir vint, Otto reçut un colis qui avait été retardé depuis octobre. Il venait de la Croix-Rouge internationale. À l'intérieur se trouvaient 5 paquets de vraies cigarettes, 2 barres de chocolat, une boîte de café, une écharpe en laine, un petit livre. Le colis avait été donné par des civils. Des civils ennemis avaient dépensé leur propre argent pour envoyer des cadeaux à des prisonniers allemands. Il lut l'étiquette sur le colis. Elle disait donné par l'auxiliaire féminin de Regina, Saskatchewan. Regina, la ville natale de Morrison. Les gens là-bas connaissaient probablement des hommes qui avaient été tués par des sous-marins. Peut-être que Morrison lui-même avait perdu des amis à cause des sous-marins, et les femmes de sa ville avaient envoyé des cadeaux à un capitaine de sous-marins. À 23h30 cette nuit-là, Friedrich, Hans et Otto étaient assis dans la chambre de Friedrich. Ils avaient dépassé le stade de faire semblant. Otto parla le premier. Il dit qu'on leur avait menti complètement, délibérément. Hans essaya de résister. Peut-être que le Canada était unique, isolé, protégé. Peut-être que le reste des Alliés luttait encore. Friedrich l'interrompit. Il demanda directement à Hans s'il avait vu un signe en 6 mois que ces gens étaient désespérés ou en train de s'effondrer, un signe quelconque. Hans resta silencieux pendant longtemps, puis il dit « Non ». Friedrich énonça la vérité. Ils la pensaient tous. Ils avaient perdu cette guerre. Ils l'avaient perdue avant qu'elle ne commence. Ils ne le savaient simplement pas parce qu'on leur avait menti sur ce qu'ils affrontaient. Otto dit « Tous ces hommes sur les navires qu'il avait coulés, les convois qu'ils avaient attaqués, l'ennemi ne s'accrochait pas désespérément à ces dernières ressources, ils n'utilisaient qu'une fraction de ce qu'ils avaient. L'Allemagne ne leur avait jamais fait de mal, pas vraiment. » Hans parla doucement, avec une terrible prise de conscience dans la voix. S'ils avaient menti sur les ressources de l'ennemi, sur quoi d'autres avaient-ils menti? Le silence emplit la pièce. Répondre à cette question signifiait affronter tout. Leurs croyances sur le Reich, sur la guerre, sur les raisons de combattre, sur tout ce qu'ils avaient à faire.
Friedrich regarda les restes de nourriture que certains prisonniers avaient été autorisés à emporter du dîner. Assez de gaspillage ici pour nourrir tout son état-major en Afrique pendant 2 jours. Il pensa très clairement. J'ai aidé à mener des hommes à la mort dans une guerre basée sur des mensonges complets sur l'ennemi que nous affrontions. C'est la vérité que je dois porter maintenant. Janvier 1944 arriva avec un froid mordant et une neige épaisse. À l'intérieur des baraquements chauffés, Friedrich von Weber commença à lire tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque du camp sur l'histoire et l'économie canadienne. Il apprit que le Canada n'avait que 11,5 millions d'habitants. C'était plus petit qu'il ne le pensait. Pourtant, cette petite nation avait produit plus d'aluminium que l'Allemagne en 1943. Ils avaient construit 398 navires de guerre entre 1939 et 1944. Les femmes représentaient 30% de la main-d'œuvre industrielle. La plupart des hommes qui rejoignaient l'armée étaient des volontaires, pas des conscrits forcés. Friedrich fit des calculs dans son carnet. L'Allemagne avait une mobilisation de guerre totale, chaque personne enrégimentée, chaque ressource contrôlée, et pourtant ils étaient surpassés en production par une nation plus petite de volontaires. Tout ce qui concernait la supériorité germanique était contredit par de simples mathématiques. Février apporta un nouveau but. Friedrich commença à enseigner les mathématiques aux jeunes officiers. Beaucoup n'avaient pas terminé leurs études avant la guerre. Il découvrit qu'il était meilleur pour enseigner qu'il ne l'avait jamais été pour commander des soldats. Peut-être l'avait-il toujours été. En mars, une autre lettre arriva de sa femme. Berlin avait encore été bombardé. Sa fille avait été évacuée à la campagne pour sa sécurité. La situation alimentaire était désespérée. Il lut la lettre dans sa chambre chauffée avec les lumières électriques allumées. La honte qui le frappa n'était pas la honte d'être prisonnier. C'était la honte de ce à quoi il avait participé, ce qu'il avait contribué à faire arriver. Il répondit soigneusement. Les censeurs liraient chaque mot. Il dit qu'il espérait que la guerre finirait bientôt pour elle. Il y avait eu assez de sacrifices. Ce qu'il ne pouvait pas écrire était la vérité qui brûlait dans son esprit. Nous nous sacrifions pour rien, c'était toujours pour rien. Hans Juncker résista à la transformation plus longtemps que les autres. Tout au long de janvier, février et mars, il se disputa avec les prisonniers qui exprimaient des doutes sur la cause nazie. Il insistait sur le fait que l'idéologie était correcte, même si les renseignements sur les ressources ennemies avaient été faux. Il se battait pour des principes, pas seulement pour des matériaux, mais son argument sonnait creux même à ses propres oreilles. En avril, des journaux arrivèrent avec des nouvelles sur les préparatifs du jour J. Les journaux avaient plusieurs mois de retard, arrivant en septembre, mais ils décrivaient l'opération Overlord. 156 000 soldats débarqués le premier jour, 5 000 navires, 11 000 avions. La logistique était impossible selon toutes les mesures qu'on avait enseignées à Hans. Aucune nation désespérée ne pouvait organiser quelque chose d'aussi massif. En mai, un nouveau prisonnier arriva de France. Il avait été capturé pendant les combats après le jour J. Il apportait des nouvelles qui rendaient les vrais croyants furieux et faisaient taire les convertis. Les forces alliées découvraient des camps de concentration. Les premiers rapports décrivaient les conditions à l'intérieur. Les détails étaient précis, trop précis pour être de la simple propagande. Les vrais croyants rejetèrent tout comme des mensonges, mais les rapports continuaient d'arriver avec chaque nouveau prisonnier. Les détails correspondaient, les chiffres correspondaient, les lieux étaient à des endroits réels que les soldats avaient vus. Hans était assis dans la bibliothèque en juin, lisant des livres de philosophie qu'il avait autrefois enseignés. Il relut les écrits de Kant sur la loi morale. Quelque chose fit tilt dans son esprit. Si tout ce qu'on lui avait dit sur l'ennemi était un mensonge, prouvé par ses propres yeux depuis 1 an maintenant, pourquoi devrait-il supposer que quoi que ce soit d'autre qu'on lui avait dit était vrai? Quoi d'autre avait été caché? La question le terrifiait parce qu'il connaissait la réponse. Tout avait été mensonge. Juillet apporta la nouvelle d'une tentative d'assassinat contre Hitler. La réponse de Berlin fut des arrestations massives et des exécutions, une purge paranoïaque du corps des officiers. Hans comprit alors clairement qu'un gouvernement aussi effrayé par sa propre armée n'était pas confiant. La confiance venait de l'honnêteté et de la force.
C'était la peur d'hommes qui savaient que leur pouvoir reposait sur des mensonges. En août, il commença à écrire un traité philosophique en allemand. Il n'avait jamais prévu de l'envoyer chez lui. Il avait juste besoin de l'écrire pour assimiler ce qu'il comprenait maintenant. Le titre était « Sur les dangers de l'idéologie divorcée de la réalité observable ». Il y travailla pendant des mois. L'écriture l'aidait à réfléchir. En septembre, Hans trouva Friedrich seul dans la bibliothèque. Ils parlèrent pour la première fois avec une honnêteté complète. Hans admit qu'il s'était trompé sur tout, l'idéologie, la guerre, la certitude qu'il avait enseignée à ses étudiants. Il avait aidé à créer le cadre intellectuel qui justifiait tout cela. Friedrich lui dit qu'ils s'étaient tous trompés, mais la question maintenant était ce qu'il ferait de cette connaissance. Hans dit qu'il ne pouvait rien faire en tant que prisonnier. Friedrich n'était pas d'accord. Ils pouvaient refuser de mentir davantage, même si c'était seulement à eux-mêmes. C'était quelque chose. C'était un début. Otto Kretschmer s'adapta le plus vite parce qu'il était le plus jeune. En janvier, il commença à apprendre l'anglais auprès des gardes. Morrison le lui enseignait pendant ses services du soir quand les choses étaient calmes. En février, Otto se porta volontaire pour travailler au journal du camp. Il devint traducteur, travaillant avec des textes allemands et anglais. Lire plusieurs langues lui montra comment fonctionnait la propagande, l'omission, l'emphase, le cadrage. Il pouvait maintenant identifier les mêmes techniques dans les vieux journaux allemands. Il voyait comment il avait été manipulé. En mars, il étudia la guerre navale dans la bibliothèque du camp. Il lut sur les porte-avions d'escorte alliés, les nouveaux systèmes de sonar, les patrouilles aériennes élargies. Il comprit alors que la guerre sous-marine était obsolète depuis 1943. Ses succès venaient d'une brève surprise tactique avant que les Alliés n'adaptent leur défense. Toutes ces morts, sous-mariniers allemands et marins marchands alliés, tout pour une stratégie qui ne pouvait jamais gagner. Entre avril et juin, il donna des cours d'ingénierie aux officiers plus jeunes. Il expliquait la mécanique diesel, la navigation, les systèmes électriques. Enseigner des connaissances pratiques lui faisait plus de bien que tout ce qu'il avait fait depuis des années. En juillet, il eut une longue conversation avec Morrison sur la vie en Saskatchewan. Morrison décrivit comment son grand-père avait colonisé la terre. Le gouvernement donnait des terres gratuitement aux colons qui les travailleraient. Quand la grange d'un voisin brûla, toute la communauté se rassembla pour en construire une nouvelle. Personne n'attendait de paiement. C'était simplement ce que faisaient les voisins. L'école locale avait éduqué Morrison jusqu'à 18 ans sans aucun coût pour sa famille. Il s'était engagé parce que cela lui semblait être son devoir, pas parce que quelqu'un l'y avait forcé. Otto réalisa que l'histoire de la vie de Morrison était impossible en Allemagne, sous n'importe quel gouvernement qu'ils avaient connu. Des terres gratuites, une coopération communautaire sans contrôle gouvernemental, une éducation publique gratuite, un service militaire volontaire. Ce n'étaient pas des signes de faiblesse. Ces choses avaient construit la capacité industrielle qui avait vaincu les U-Boots. Ces valeurs créaient l'abondance qu'ils voyaient chaque jour. Le camp se divisa plus clairement au fil des mois. Les vrais croyants se réduisirent à 15%, principalement des officiers SS, qui refusaient de voir la réalité. Ils faisaient le salut nazi quand les gardes ne regardaient pas. Ils croyaient en la victoire finale malgré toute l'épreuve. Les sceptiques représentaient maintenant 25%. Ils acceptaient que l'Allemagne perdait, mais évitaient les questions plus profondes sur le pourquoi. Ils se protégeaient émotionnellement en ne réfléchissant pas trop. Les convertis atteignirent 60%. Ils croyaient que la guerre était une erreur construite sur des mensonges. Certains voulaient que l'Allemagne perde rapidement pour que la souffrance cesse. Certains commençaient à imaginer une Allemagne différente, reconstruite sur des principes différents. Friedrich, Hans et Otto devinrent des leaders informels du groupe des convertis. Ils ne prêchaient pas, ils ne discutaient pas avec les vrais croyants. Ils se contentaient de montrer l'exemple d'une autre façon d'être. Apprendre, s'adapter, accepter la réalité, réfléchir à ce qui viendrait après. En octobre, un officier SS confronta Friedrich au réfectoire. L'homme dit que Friedrich déshonorait son serment au Führer en acceptant la captivité trop confortablement. Friedrich répondit calmement.
Il dit qu'il honorait son serment à l'Allemagne. Ce n'était pas la même chose. L'officier SS le traita de défaitiste et de traître. Friedrich dit que la trahison était de mentir aux soldats sur l'ennemi qu'ils affrontaient, de les envoyer mourir dans une guerre impossible à gagner. Il le savait parce qu'il l'avait fait, c'était ce avec quoi il devait vivre. D'autres prisonniers s'interposèrent avant que cela ne devienne physique. Mais la division était claire, certains hommes s'accrochaient encore à l'idéologie malgré tout ce que leurs yeux leur montraient. Le lieutenant-colonel Taylor remarqua les changements. Il écrivit dans un rapport que des officiers supérieurs comme von Vera, Juncker et Kretschmer comprenaient clairement que la guerre était perdue. Ils se préparaient mentalement à retourner dans une Allemagne vaincue. Ils pensaient que ces hommes pourraient être précieux pour la reconstruction. Ils avaient montré qu'ils pouvaient affronter des vérités difficiles et s'adapter. Morrison dit à Friedrich un soir qu'il semblait différent de quand il était arrivé. Friedrich demanda en quoi. Morrison dit qu'il avait cessé de discuter et d'insister. Il avait commencé à accepter. Friedrich demanda ce qu'il acceptait. Morrison dit peut-être accepter que le monde était ce qu'il était, pas ce qu'on avait dit à Friedrich qu'il était. Friedrich resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit que c'était plus difficile que n'importe quelle bataille qu'il avait livrée. Le 30 novembre arriva. Friedrich reçut une autre lettre de sa femme. Elle et sa fille étaient saines et sauves malgré les bombardements. Il ressentit du soulagement, mais aussi de l'appréhension. La guerre finirait bientôt. Il retournerait dans sa patrie détruite. Il ferait face à des Allemands qui croyaient encore aux mensonges. Il devrait décider s'il resterait silencieux sur ce qu'il avait appris ou s'il dirait la vérité et en affronterait les conséquences. Dans sa chambre chauffée avec des lumières électriques et de l'eau chaude et 3 repas par jour, il s'assit et pensa à rentrer dans un endroit où les gens n'avaient rien de tout cela. Comment pourrait-il expliquer où il avait été? Comment pourrait-il leur dire ce qu'il savait maintenant? Le haïrait-il d'avoir survécu dans le confort? Le traiterait-il de traître pour avoir vu l'humanité de l'ennemi? Les questions n'avaient pas de bonne réponse. Le 8 mai 1945, le lieutenant-colonel Taylor rassembla tous les prisonniers dans la grande salle. La salle devint silencieuse quand il marcha vers l'avant. Il parla en allemand clair. L'Allemagne s'était rendue sans condition. La guerre en Europe était terminée. Il serait rapatrié selon les protocoles de la Convention de Genève. Le traitement commencerait dans les semaines à venir. Les prisonniers réagirent de différentes manières. Les vrais croyants nièrent. Ils dirent que c'était de la propagande. Ils insistèrent que la victoire finale arrivait encore. Les sceptiques se sentirent engourdis. Le soulagement que les tueries s'arrêtent se mêlait à la peur de ce que la reddition inconditionnelle signifiait pour l'Allemagne. Les convertis ressentirent quelque chose de plus compliqué. Le soulagement que la souffrance allait finir, la peur pour leur famille, l'appréhension de retourner voir la dévastation de près. Friedrich retourna dans sa chambre. Il s'assit sur le lit qui avait été plus confortable que tous ceux où il avait dormi pendant la guerre. Il pensa à comment les dernières années de la guerre avaient été passées ici dans le confort pendant que ses compatriotes souffraient. Était-ce mieux ou pire que de mourir pour les mensonges? Il se souvint du dîner de Noël 1943, le moment où son idéologie s'était fissurée quand il avait vu la dinde et le beurre et pensé à sa famille affamée. Il avait eu 18 mois pour assimiler la vérité. Son peuple avait un jour. Que feraient-ils quand ils apprendraient ce qu'ils savaient? Entre mai et août, la Croix-Rouge organisa le rapatriement. Les prisonniers pouvaient emporter les vêtements que le Canada leur avait fournis, leurs lettres personnelles, des livres d'une liste approuvée, de petits objets personnels, rien qui montrait l'abondance canadienne. Ils ne voulaient pas perturber l'Allemagne d'après-guerre, avec des preuves de la qualité de vie des prisonniers. En juillet, des photographies arrivèrent des camps de concentration libérés. Documentation complète, images claires. Les débats entre prisonniers devinrent féroces et parfois violents. Les vrais croyants insistaient encore que tout était fabriqué, de la propagande impossible, mais beaucoup de convertis furent physiquement malades en regardant les photos. Hans vomit après avoir vu des images de Bergen-Belsen. C'étaient les conclusions logiques de l'idéologie qu'il avait partiellement acceptée. C'était là où menèrent les mensonges quand on les poussait jusqu'au bout. Otto trouva Friedrich dans la bibliothèque. Il demanda s'il savait. Savait-il que c'était aussi grave?
Friedrich répondit prudemment. Ils savaient quelque chose. Ils avaient ignoré ce qu'ils savaient. Ils avaient accepté des mensonges confortables. Ce n'était pas de l'innocence. Août apporta les dernières semaines. Les prisonniers organisèrent des événements d'adieu, un concert, des tournois sportifs, des services religieux finaux. Morrison trouva Friedrich pendant son dernier service de garde. Il souhaita bonne chance au général et espéra que les choses n'étaient pas aussi mauvaises qu'il le craignait. Friedrich posa à Morrison une question qui l'avait tracassé pendant 2 ans. Pourquoi Morrison avait-il été gentil avec eux ? Jamais cruel, jamais vindicatif, toujours professionnel. Pourquoi ? Morrison y réfléchit. Il dit que les prisonniers ne méritaient pas d'être frappés quand ils étaient à terre. Ce n'était pas pour cela que le Canada se battait. Friedrich demanda pourquoi il se battait alors. Morrison répondit simplement « Pour que quand ce serait fini, tout le monde puisse simplement rentrer chez soi et vivre des vies décentes. Votre camp est le nôtre. Tout le monde, juste des vies décentes. » Friedrich réalisa que ce jeune fermier avait dit en une phrase ce que 3 ans d'idéologie nazie n'avaient jamais pu dire. Il dit à Morrison que c'était une meilleure cause que toutes celles pour lesquelles il s'était battu. La dernière nuit arriva le 20 août. Friedrich, Hans et Otto restèrent debout tard, dans la chambre de Friedrich. Hans demanda s'ils devaient dire aux gens chez eux ce qu'ils avaient vu au Canada. Qui les croirait ? Demanda Otto. Friedrich dit que la question plus importante était qui leur pardonnerait de l'avoir vu, d'avoir vécu dans le confort pendant que les Allemands souffraient. Hans demanda s'ils devaient rester silencieux. Friedrich dit non, mais ils devaient choisir quand parler. L'Allemagne serait le chaos. D'abord les gens devaient survivre, puis reconstruire. Ensuite peut-être pourraient-ils entendre la vérité. Otto demanda quelle était la vérité. Friedrich répondit. Ils s'étaient débattus pour des mensonges. Leur ennemi était plus humain que leurs dirigeants. L'idéologie divorcée de la réalité menait à la catastrophe. Et des hommes ordinaires comme Morrison leur avaient montré ce qu'ils auraient dû être depuis le début. Simplement décents. Septembre 1945, le train pour Halifax inversa le voyage qu'ils avaient fait 2 ans plus tôt. Ils regardèrent Posig et le paysage canadien défiler par les fenêtres. Toujours abondant, toujours intact, toujours prospère. Ils le comparèrent mentalement à ce qu'ils verraient bientôt. Le navire pour l'Europe était un navire de transport de troupes converties. Les rations étaient inférieures au niveau du camp, mais toujours adéquates. Les prisonniers étaient silencieux et pensifs. Approcher de l'Allemagne signifiait affronter les conséquences d'une guerre qu'ils comprenaient maintenant avoir été perdue dès le départ. Friedrich observait les jeunes gardes canadiens sur le navire, 19 ou 20 ans. La guerre s'était terminée juste quand ils avaient dit fini leur formation. Ils n'avaient jamais vu le combat. Ils rentreraient de chez eux dans des fermes, et des universités et des vies normales. Les garçons allemands du même âge étaient morts, ou handicapés, ou brisés. Une génération détruite pendant qu'une autre était sauvée. Qu'avait-on sauvé en perdant tôt plutôt que tard ? Les garçons allemands qui auraient pu vivre pour mourir pour des mensonges avaient simplement pu vivre. Le 15 septembre, Hambourg apparut à travers le brouillard matinal. Des ruines absolues, 60% de la ville détruite. Les décombres remplissaient les rues. Les civils avaient l'air maigres et en haillons et désespérés. Friedrich savait intellectuellement que cette destruction se produisait, mais la voir la rendait viscérale et réelle et accablante. Les Britanniques dirigeaient le centre de traitement. Ils documentaient chaque prisonnier et les autorisaient à partir. Chaque homme recevait 50 Reichsmark, qui étaient presque sans valeur, des papiers de démobilisation, des permis de voyage, des vêtements civils pris sur des stocks allemands saisis. Les vêtements étaient de mauvaise qualité, déjà usés. Hans enleva sa chemise fournie par le Canada et enfila les vêtements civils allemands. Le tissu était rêche, mal fait, tombant en morceaux. Il tint la chemise canadienne une dernière fois, solide, chaude, bien faite. Le contraste enseignait plus que n'importe quel cours. Friedrich voyagea jusqu'à Berlin pour trouver sa famille. La ville était détruite au-delà de l'imagination. 70% des bâtiments étaient inhabitables. Les gens vivaient dans les décombres. Tout le monde avait faim et était désespéré et traumatisé.
Il trouva sa femme et sa fille partageant un appartement exigu avec 2 autres familles. Sa femme était maigre, mais vivante. Sa fille ne le reconnut pas au début. 3 ans avaient passé. Il avait pris du poids au Canada, ce qu'il dut expliquer. Elle avait vieilli au-delà de ses années à cause de la souffrance. Sa femme demanda comment était la prison. Il ne pouvait pas dire la vérité. Il dit qu'ils avaient survécu et c'était ce qui comptait, mais elle vit ses nouveaux vêtements. Elle vit qu'il était en bonne santé et bien nourri. La confusion et le ressentiment remplirent ses yeux. Il était confortable pendant qu'il mourait de faim. Hans retourna à Munich. L'université était détruite. Sa maison était bombardée. Sa mère vivait avec la famille de sa sœur. Sa carrière universitaire était terminée. Pas d'université, pas d'étudiants, pas de livres. Sa mère demanda si l'ennemi l'avait maltraité. Il dit prudemment qu'ils avaient suivi la Convention de Genève. Elle ne comprit pas ce que cela signifiait. Il n'élabora pas. Comment pouvait-il expliquer qu'il avait mieux mangé en tant que prisonnier qu'elle en tant que civil ? Otto retourna à Hambourg. Les bases de sous-marins étaient détruites. Toute l'infrastructure navale avait disparu. Il trouva son frère qui avait survécu à la campagne d'Italie. Son frère travaillait au déblaiement des décombres pour les forces d'occupation britanniques. Son frère dit qu'Otto avait été absent 3 ans pendant qu'il continuait à se battre et perdait tout. Otto dit qu'il était désolé. Son frère dit « Désolé de quoi ? Tu étais prisonnier, tu ne pouvais pas te battre, tu as survécu. » Otto voulait dire qu'il avait survécu dans un confort qui lui ferait honte si son frère savait, mais il dit simplement « Oui, il avait survécu. » Les 3 hommes réalisèrent à Pölsnel la même vérité. Ils ne pouvaient dire à personne leur captivité canadienne. Ce serait vu comme de la collaboration, une trahison, un privilège immérité, une preuve de faiblesse. Ils devaient porter leur connaissance seuls. La transformation qu'ils avaient à vécue ne pouvait pas être partagée. Pas encore, peut-être jamais. Octobre 1945. Friedrich se tenait dans Berlin, en ruine, regardant les Allemands creuser dans les décombres. Il se souvint des baraquements chauffés du camp 30 et des repas complets et des lits confortables. Il pensa à ce que la guerre avait coûté à l'Allemagne, mais aussi à ce que l'Allemagne n'avait jamais eu au départ, l'honnêteté, la décence, la simple humanité que l'ennemi leur avait montrée. Cela serait plus difficile à reconstruire que n'importe quel bâtiment. Les années après la guerre furent difficiles pour les 3 hommes. Friedrich von Weber s'installa en Allemagne de l'Ouest dans la zone britannique. Il trouva du travail comme professeur de mathématiques dans un lycée. Il ne discuta jamais de son temps au Canada, sauf dans des lettres à Hans et Otto. En 1948, sa femme mourut d'une maladie causée par des années de malnutrition. Friedrich se blâma d'avoir survécu en bonne santé pendant qu'elle s'affaiblissait lentement. Il soutint la reconstruction démocratique discrètement, mais ne rejoignit jamais de parti politique. En 1949, il écrivit des mémoires sur la captivité canadienne. Il les intitula « Ce que l'ennemi m'a appris », mais cacha le manuscrit. C'était trop dangereux de le publier pendant les procès des anciens responsables nazis. Hans Juncker travailla à la reconstruction à Munich. En 1947, il enseignait à nouveau dans un lycée reconstruit. Il se concentra sur l'enseignement de la philosophie qui mettait l'accent sur la pensée critique et le questionnement de l'autorité. Il ne parla jamais explicitement du Reich ou de la guerre, mais toute son approche pédagogique était une réaction contre l'idéologie à laquelle il avait autrefois cru. Les étudiants remarquaient qu'il faisait une pause avant de répondre aux questions, comme s'il vérifiait sa propre pensée. C'était une habitude de sa transformation au Canada. En 1949, il épousa une veuve dont le mari était tombé à la guerre. Il aida à élever ses enfants et créa la famille qu'il s'était refusée pendant ses années idéologiques. Otto Kretschmer travailla au dock de Hambourg sur des projets de reconstruction. En 1946, on lui offrit un poste d'enseignant en ingénierie maritime. Il utilisa les connaissances de la bibliothèque du camp canadien et ses observations de la technologie navale alliée. Il plaida discrètement pour que l'Allemagne accepte l'aide du plan Marshall de l'Amérique. Il argumenta qu'ils devaient apprendre de ceux qui les avaient vaincus, pas leur en vouloir. Certains collègues le traitèrent de sympathisant des Alliés. Il ne se défendit jamais. Il savait ce qu'il savait. En 1948, il aida à établir une école technique axée sur l'éducation pratique sans idéologie.
Les années 50 apportèrent d'assante la division de la guerre froide de l'Allemagne. Friedrich et Hans vivaient tous deux en Allemagne de l'Ouest. Ils perdirent contact avec des collègues qui se retrouvèrent en Allemagne de l'Est. Ils réalisèrent que leur compréhension de l'humanité alliée venait des nations occidentales comme le Canada, la Grande-Bretagne et l'Amérique. Les Allemands capturés par les Soviétiques avaient eu des expériences très différentes. Leurs connaissances étaient spécifiques, pas universelles. Les valeurs culturelles comptaient. En 1955, l'Allemagne de l'Ouest redevint une nation souveraine. Les vétérans commencèrent à écrire des mémoires. Friedrich lut plusieurs livres d'anciens soldats. Aucun ne mentionnait avoir été bien traité par les capteurs. Tous mettaient l'accent sur la souffrance et les épreuves. Il comprit pourquoi le récit national nécessitait la victimisation pour la guérison. Sa vérité ne correspondait pas à ce récit. Otto pensa à publier son propre récit. Son frère le lui déconseilla. L'Allemagne n'était pas prête à entendre qu'il s'était trompé, surtout. Laisse le temps passer d'abord. En 1963, le gouvernement canadien annonça un programme. Les anciens prisonniers pouvaient visiter les camps en tant que touristes. Friedrich, Hans et Otto postulèrent tous. Tous trois retournèrent au camp 30, qui était maintenant fermé, mais avec des bâtiments préservés. Ils marchèrent ensemble à travers les baraquements vides. Ils virent leurs anciennes chambres, le réfectoire, la bibliothèque. Le lieutenant-colonel Taylor les y rencontra. Il avait 68 ans et était à la retraite, vivant à proximité. Il leur montra les registres du camp et des photographies de leur époque là-bas. Taylor leur dit que le Canada avait essayé de démontrer que la civilisation pouvait persister même en temps de guerre. Traiter les prisonniers avec dignité n'était pas une faiblesse. C'était un rappel de ce pourquoi ils se battaient. Friedrich répondit que Taylor avait réussi plus qu'il ne le savait. Ce que Friedrich avait appris au camp 30 l'avait changé plus que n'importe quelle bataille. La guerre avait vaincu les armées allemandes, mais cet endroit avait vaincu leur idéologie. Ils trouvèrent Morrison toujours fermier en Saskatchewan. Les trois généraux prirent l'avion pour Regina pour le voir. Morrison avait 44 ans maintenant et ne comprenait pas pourquoi ils étaient venus. Il dit qu'il n'était qu'un garde faisant son devoir. Friedrich expliqua que Morrison leur avait montré ce que le devoir pouvait signifier sans cruauté. Il leur avait montré que la force permet la miséricorde. Pendant 3 ans, Morrison avait été le visage de l'ennemi et son visage leur avait appris qu'on leur avait menti sur tout. Morrison dit qu'il les avait simplement traités comme ils voulaient être traités. Cela ne semblait pas compliqué. Hans dit que cette simplicité et cette clarté morale étaient ce qu'ils avaient perdu. Ils avaient passé des décennies à compliquer les choses et à créer une idéologie pour justifier la cruauté. Morrison a tranché à travers tout cela simplement en étant décent. Les années 1970 apportèrent des publications. En 1971, Friedrich publia ses mémoires à l'âge de 79 ans. Ce que l'ennemi m'a appris devint un succès de librairie modeste en Allemagne. Certains l'accusèrent de répandre la propagande alliée. D'autres louèrent son honnêteté. Il écrivit qu'en 3 ans de captivité canadienne, il ne fut jamais frappé, jamais affamé, jamais humilié. Il avait été traité mieux qu'il n'avait traité ses propres prisonniers en Afrique. Cela lui fit honte, mais la honte mena à la compréhension. Ils avaient combattu pour une cause qui exigeait la cruauté parce que son idéologie était fausse. La vérité n'a besoin d'aucune cruauté pour se défendre. Hans écrivit un livre philosophique intitulé « Des limites de l'idéologie ». Il fut publié après sa mort en 1975, à l'âge de 76 ans. Il le dédia au caporal Morrison, qui lui avait montré que la sagesse réside souvent dans la simplicité, non dans la complexité. En 1978, Otto accorda une entrevue à Radio-Canada pour un documentaire sur les camps de prisonniers. Il dit qu'il avait coulé 47 navires et tué peut-être 1200 hommes, tout cela au service de mensonges. Puis il fut capturé et traité humainement par les familles d'hommes qu'il avait tués. Cette disproportion entre sa cruauté et leur miséricorde était un calcul qu'il portait chaque jour. Les années 1980 apportèrent des programmes éducatifs.
les écoles canadiennes utilisent l'histoire des camps de prisonniers comme outil pédagogique. Le camp 30 devint un centre éducatif. Les mémoires de Friedrich devinrent une lecture obligatoire dans certaines écoles allemandes. En 1985, Otto donna des conférences à l'université de Hambourg sur l'éthique de l'ingénierie et les leçons du temps de guerre. Son message central était que l'expertise technique sans clarté morale sert facilement le mal. Il utilisa sa propre histoire comme avertissement. Friedrich mourut en 1989 à l'âge de 97 ans, juste avant la chute du mur de Berlin. Ses derniers mots à sa fille furent de dire aux jeunes de toujours « Questionnez ce qu'on leur dit sur les ennemis ». Il avait appris la vérité de ses ennemis, cela sauva son âme, bien que ce fût trop tard pour sauver son honneur. Hans était mort en 1975, mais avait laissé des lettres pour ses anciens étudiants à ouvrir lors d'anniversaire. Une lettre de 1990 expliquait pourquoi il marquait une pause avant de répondre aux questions. Il avait appris tard dans la vie que la certitude est souvent un masque pour les mensonges. Il voulait que les étudiants voient quelqu'un qui pense, doute, questionne. C'était cela la vraie éducation. Otto vécut jusqu'en 1997, à l'âge de 92 ans. Il fit don de ses documents à l'université de Hambourg, incluant un journal détaillé de sa captivité canadienne. Dans sa dernière entrevue en 1996, il dit qu'il regrettait d'avoir survécu à la guerre confortablement pendant que d'autres souffraient. Chaque jour, il ressentait ce regret, mais il ne regretta jamais ce qu'il avait appris. Mieux vaut vivre avec la honte et la vérité qu'avec le confort et les mensonges. Morrison mourut en 2002 à l'âge de 83 ans à Regina. Sa nécrologie mentionnait qu'il avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale et gardé des prisonniers allemands. Sa famille nota que plusieurs vétérans allemands lui avaient écrit pendant des décennies. Ils ne comprirent jamais pourquoi cela comptait tant pour lui. Morrison disait simplement que la guerre était finie et qu'il était temps d'être amis. Des recherches dans les années 2000 révélèrent que plus de 34 000 prisonniers allemands furent détenus au Canada pendant la guerre. Moins d'1% tentèrent de s'évader, comparé à 15% dans certains camps américains. Un sondage de 1946 montra que 67% des prisonniers venus du Canada rapportèrent que le traitement était juste ou bon. Plusieurs prisonniers immigrèrent de nouveau au Canada après la guerre, incluant 28 du camp 30. 3 devinrent professeurs d'université au Canada. La ferme de Morrison accueillit une réunion de 6 anciens prisonniers en 1983. Le contraste avec d'autres camps était frappant. 35% des prisonniers allemands moururent dans les camps soviétiques. 27% des prisonniers alliés moururent dans les camps japonais. 57% des prisonniers soviétiques moururent dans les camps allemands. L'approche canadienne montra qu'un traitement humain était possible même en guerre totale. Mais beaucoup de leçons restèrent non apprises. Les conflits modernes répètent encore les mêmes échecs. L'idéologie prime encore sur la réalité observable. Les ennemis sont encore déshumanisés. On ment encore aux soldats sur les conditions de l'ennemi. Les mots de ceux de Friedrich restent pertinents. Nous fûmes vaincus par un ennemi qui nous traita avec dignité. Cette contradiction brisa notre idéologie plus efficacement que n'importe quelle bataille. La cruauté peut gagner du territoire, mais seule la décence gagne une paix durable. Aujourd'hui, le camp 30 est préservé comme musée historique. Des groupes scolaires le visitent et lisent une plaque avec la citation de Morrison. Il ne semblait pas juste de frapper un homme à terre. Ce n'est pas pour cela que nous nous battions. Un élève posa une question à l'enseignant. S'il pouvait traiter les ennemis aussi bien pendant la guerre, pourquoi ne pouvons-nous pas traiter les gens aussi bien pendant la paix ? L'enseignant n'a pas de réponse.